Alors bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on reçoit au podcast Fadji Kofi, présidente de l'Ordre des podiatres du Québec ou présidente du CA de l'Ordre du podiatre du Québec. On va clarifier ça ensemble aujourd'hui. On va parler de son parcours professionnel qui l'a mené à la podiatrie, par la suite à son rôle et son implication à l'Ordre pour nous démystifier un peu qu'est-ce que ça fait un président, puis qu'est-ce que ça fait un ordre d'un ordre, enfin un président d'un ordre professionnel et qu'est-ce que ça fait un ordre professionnel. Merci beaucoup d'être avec nous, Fadji, aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter un peu mieux. Tu vois, j'ai un peu cafouillé quasiment, ça me fait toujours hésiter. Président du CA, président de l'Ordre. Peux-tu m'aider à comprendre un peu plus là-dessus? En fait, on dit la bonne terminologie là, pour la bonne gouvernance, c'est vraiment présidente du conseil d'administration de l'Ordre des podiatres, là. Donc, parce que C'est c'est ça, mon hein? rôle, c'est de présider le conseil d'administration. Mais aussi, je suis porte-parole de l'Ordre, donc on pourrait peut-être dire présidente de l'Ordre dans ce sens-là, ce serait possible. Dis-nous un petit peu ton parcours professionnel. Euh, la podiatrie, est-ce que c'était ta première profession? Est-ce que tu as commencé ailleurs? Ça a quoi été ton cheminement pour devenir podiatre? Non, la podiatrie n'a pas été mon premier choix. En fait, je connaissais pas du tout la podiatrie quand j'ai commencé l'université. J'ai commencé en génie industriel. Et puis, bon, j'ai fait 2 ans là-dedans et je trouvais que c'était pas assez compliqué. Alors, j'ai décidé d'aller en génie mécanique parce que je me disais que génie industriel, bon, dans le temps, hein, pour moi, c'était le gros bon sens. Alors, j'avais besoin d'un peu plus de défis. Maintenant, en génie mécanique, j'ai rencontré quelqu'un qui étudiait en podiatrie et qui m'a parlé de ça. Et j'ai trouvé que c'était un métier qui avait l'air quand même assez intéressant parce qu'on pouvait faire de la biomécanique, puis c'était tout nouveau aussi le programme, là, ça faisait pas si longtemps que ça que le programme existait. Donc, je suis allée passer un stage, notamment chez, Michel Joubert. Bon, dans ce temps-là aussi, Michel, était impliqué dans le programme et il m'a parlé de la podiatrie. J'ai trouvé que c'était quelque chose qui pourrait bien aller avec moi. Alors, je suis allée en étudiant en biologie médicale parce que j'étais pas certaine non plus, hein, de premièrement, si j'étais capable de faire ça parce que je partais quand même d'un domaine qui était pas du tout, dans la santé. Donc, biologie médicale, ça a été le tremplin, là, pour me permettre de vraiment choisir la pédiatrie et là, ça a été mon premier choix. Puis là, on parle dans les années, juste pour se donner un timeline un petit peu. Dans les années 2007, je pense? Ouais, 2007. Hmm. Donc, Puis j'ai gradué de génie mécanique en 2007. définitivement, la podiatrie a beaucoup de biomécanique humaine. Et que ça reste intéressant d'avoir fait de l'ingénierie puis d'avoir fait après ça une transition dans la santé comme ça. C'est quoi ton image initialement de la podiatrie quand tu en as entendu parler? Comment tu voyais la profession? En fait, c'est ça, je connaissais pas nécessairement ça quand j'en ai entendu parler au début. Bon, je savais qu'on traitait les pieds, comme je dis, je suis allée faire un stage, donc c'est vraiment le côté biomécanique que j'avais vu. Je connaissais pas du tout le côté médical de la pédiatrie. Ça, j'ai découvert vraiment en étudiant là-dedans. Ouais, j'avais pas d'idée là de ce que c'était. Puis quand tu as gradué, ton entrée dans la profession, comment ça s'est fait? Est-ce que, comme la plupart des podiatres, on est allé travailler chez quelqu'un? Ou est-ce qu'on s'est dit: «Moi, la fibre entrepreneuriale, ça vient me rejoindre». On a parti une clinique dès le début. Ça a été comment ton cheminement? Puis comment était ta relation avec l'ordre au tout début, justement, quand tu as gradué? C'était quoi ta perception à ce moment-là aussi? En fait, c'est ça, quand j'ai gradué, moi, je suis aussi ça fait quand même assez longtemps, là, on va dire, ça fait 12 ans. Alors, Ça dans marche. ce temps-là, il y avait pas plein de cliniques, pour travailler, donc on avait le choix entre travailler avec quelqu'un ou s'ouvrir, une clinique. Moi, j'étais pas prête nécessairement à m'ouvrir une clinique. Je trouvais que j'avais besoin de travailler, de voir un peu c'est quoi, quel type de podiatre je voulais être. Alors, j'ai commencé par travailler avec, un podiatre et c'est en travaillant avec ce podiatre-là que je me suis rendu compte que j'avais la fibre entrepreneuriale et je m'impliquais vraiment dans la clinique avec lui. Puis tout le côté là, ressources humaines, administration m'intéressait aussi. Alors c'est par la suite que j'ai décidé de commencer dans un bureau de médecin, donc d'offrir des services de pédiatrie dans le bureau de médecin. C'est comme ça que ça a commencé, qui a mené finalement à avoir ma propre clinique là. Ah, j'aime ça. Ça a été une entrée plus progressive. D'abord, travailler chez quelqu'un, une salle, puis progressivement à toute une installation. Ton premier vrai défi, là, en entrant dans la profession, ça a été quoi, justement, dans les premiers mois, premières années de pratique? Le premier défi, je dirais que c'est de se faire confiance, hein, parce que quand on termine,
on on a plein d'informations dans la tête et là, on se retrouve quand même assez seul. Et là, il faut prendre des décisions, hein, parce qu'on est très accompagné à l'université, tout ça. Puis là, maintenant, il faut prendre des décisions. Donc, le défi, c'était de se faire confiance, puis de se lancer, de poser des diagnostics, puis d'être vraiment certain de son diagnostic. Moi aussi, bon, j'étais chanceuse parce que j'étais bien accompagnée, donc j'avais des gens avec qui je pouvais, tu sais, à, à qui je pouvais poser des questions quand j'étais pas Échanger. certaine, là. Exactement, avec qui je pouvais échanger. Et par la suite, j'ai travaillé dans une clinique où est-ce qu'il y avait plusieurs podiatres. Et là, ça, j'ai vraiment apprécié parce que c'était pas juste une question de texter la personne ou d'attendre d'avoir une réponse. Je pouvais sortir de ma salle puis carrément aller poser la question, là. Puis Ah, c'est pour ce qui l'avantage est d'avoir une communauté, hein. oui, exactement. Puis je pense que ça, c'est très important quand on termine de s'entourer, pas juste de nos amis, de nos collègues qui finissent avec nous, mais de gens qui ont déjà pratiqué puis qui ont une expérience de travail pour justement bénéficier de ça, là. Parce qu'il y a plein de choses, hein, qu'on n'apprend pas à l'école. Donc, je pense que à l'école, on apprend à devenir un podiatre et on devient podiatre au fil des années. Je pense pas que quand on termine, là, on a la science infuse puis que tout est sous contrôle. Je pense qu'on a de Ouais. l'apprentissage à faire à force de voir J'aime les bien patients, là. J'aime bien le phraser en disant on apprend les bases du métier, mais on le maîtrise avec les années, dans le fond, à force de le pratiquer. C'est super intéressant là-dessus. Hey, L'ordre, maintenant, avant d'aller à l'ordre un peu plus, si tu pouvais parler là, à Fadji du début, qu'est-ce que tu lui dirais? Ça, c'est comme un message c'est vers les tellement jeunes drôle, podiatres qui graduent, là. C'est une bonne question, là. mais c'est bien que tu me poses cette question-là parce que moi, sincèrement, quand j'ai gradué, là, je voyais les gens qui étaient dans le conseil d'administration, puis c'est quelque chose que j'aurais voulu faire, puis je me disais toujours, je suis pas assez bonne ou je suis pas assez prête ou je, je m'y connaissais pas assez pour être dans un conseil d'administration. Je voyais ça tellement gros et je voyais ça comme ils siègent là, sur un conseil d'administration, puis je me disais, ben non, je suis pas encore prête à faire ça. Puis ça m'a pris du temps avant même d'essayer. Donc, j'ai commencé par le comité de formation continue. OK, c'est ton pays Et c'est d'entrée comme ça dans que, l'ordre. oui, exactement. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Bon, moi, je m'occupais de chercher des commanditaires, tout ça. Puis là, Andréane m'introduisait un peu. Donc, j'allais en avant pour faire des petits messages pour encourager les gens à aller voir les gens au kiosque, tout ça. Et à un moment donné, bon, il y a un poste qui s'est libéré au niveau du conseil d'administration. Donc, j'ai appliqué. Finalement, c'est pour moi qui avait été sélectionnée. J'ai attendu et après ça, il y a eu un autre processus d'élection et là, j'ai appliqué et finalement, j'ai réussi à intégrer le conseil d'administration. Dans le Donc fond, ça, c'est pour ceux pour qui comment j'ai accédé. ouais. Pour ceux qui s'y connaissent pas du tout dans la structure d'un ordre professionnel, toute la bureaucratie derrière, un conseil d'administration et tout, on va, on va peut-être décrire un peu comment l'ordre est structuré. Explique-moi un peu comment l'ordre est fait en termes de c'est quoi les divisions qu'il y a, c'est quoi après ça qui chapeaute ces divisions-là. Puis mettons, si on devait parler du président versus comment ça s'appelle? Actuellement, c'est Barbara qui occupe le poste de Direction générale? directrice, merci. Voilà, de t'expliquer un peu la Oui. distinction, un peu la hiérarchie, puis démystifier un peu ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, m'incluant des fois quand on est confus un peu dans cette structure, ça serait bien peut-être de la structurer ensemble un petit peu. Oui, ça me fait plaisir, en fait. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que la direction générale et la présidence d'un ordre n'ont pas du tout les mêmes fonctions au sein de l'organisation. Donc, c'est le conseil d'administration qui va engager la direction générale. Donc, c'est le rôle du conseil d'administration de trouver la direction générale. Et la direction générale, là, faut voir ça comme étant le capitaine du bateau, dans le sens que c'est elle qui va s'occuper de tout ce qui est le travail là, au niveau L'exécution, de c'est ça? l'organisation. Donc, l'exécution, exactement. Et le conseil d'administration va prendre ses recommandations et va émettre des règlements, va travailler sur des projets de loi, va travailler sur des questions justement en lien avec la protection du public pour s'assurer de bien encadrer la profession, donc les membres de l'ordre. Alors, la présidence de l'ordre, vraiment, le rôle, c'est de présider les conseils d'administration. Donc, moi, je vais préparer les rencontres
collaboration avec la direction générale et on a différents comités. Puis chaque comité a son président et moi, ben, je m'occupe vraiment de, de, de l'organisation là, de ces rencontres-là avec la direction générale. Je suis aussi la porte-parole de l'ordre. Donc, si, supposons, on a des demandes d'entrevue, on a des demandes de représentation, habituellement, c'est la présidence de l'ordre qui y va. Ben, dans le fond, quand il y a une partie prenante qui veut rencontrer l'ordre, ben c'est avec la direction générale et la présidence habituellement. Et c'est le rôle de la présidence de représenter l'ordre. En fait, je parle au nom du conseil d'administration. Super intéressant. Puis, comme tu disais à ton début d'entrée, tu as été beaucoup plus dans le comité au niveau de la formation continue. Fait que si je devais résumer, on a formation continue, par la suite, on a comité d'inspection professionnelle, je présume, puis comité de discipline, peut-être. Est-ce que c'est ça les trois grandes Oui, ça, oh, c'est les est-ce que j'en comités. oublie? OK, parfait. C'est comme des Ça, c'est les sous-divisions. comités. Dans le fond, OK, si tu veux savoir la hiérarchie de l'ordre, bon, il y a la direction générale qui s'occupe de tout ce qui est l'exécution et on va dire sous ou en parallèle avec la direction générale, il y a différentes directions comme il y a la direction qu'Andréane occupe, c'est l'amélioration de la profession et il y a le syndic qui, lui, est complètement à part. Donc, le syndic opère de façon autonome et c'est le syndic qui s'occupe justement de tout ce qui est les cas de discipline. Et on a des comités différents qui vont s'occuper de l'inspection. Et au sein du conseil d'administration, on a des comités qui vont s'asseoir pour se pencher sur des questions comme dans notre conseil d'administration, on a le comité d'audit qui s'occupe de tout ce qui est budget. On a le comité de gouvernance qui s'occupe de toutes les questions justement en lien avec la gouvernance. Donc, s'assurer qu'on fait les choses avec rigueur, avec éthique et déontologie. On a le comité de ressources humaines. On a le comité de développement de la pratique. Donc, quand on a des guides, donc là, le comité de développement va s'asseoir et puis va regarder ces guides-là et puis va donner les recommandations à la permanence. Donc, la permanence, c'est vraiment les gens qui vont travailler avec la direction générale. fascinant. Combien de personnes en général sont j'ai comme skippé plusieurs choses parce que c'est vraiment intéressant. Hem, Combien de personnes sont à l'ordre, dans le fond, au niveau des podiatres impliqués, puis des gens qui sont employés probablement par l'ordre, parce qu'il doit y avoir beaucoup de travail à faire quand même. Ça représente combien d'effectifs? Au niveau de la permanence, les gens qui travaillent à l'ordre, je te dirais que peut-être une 6 personnes environ. Ouais, Voilà. Puis les membres c'est pas du beaucoup. pour tout le travail que tu viens de décrire, non. C'est Non, beaucoup c'est de ça, responsabilités, exactement. effectivement. Puis, je te dirais que justement, avant de rentrer dans l'organisation, c'est difficile de s'imaginer là, tout le travail qu'il y a à faire, à moins qu'on est là. Puis même quand j'étais dans le conseil d'administration, je te dirais que je pense pas que j'avais une idée claire de tout le travail qui est demandé à la permanence. Et là, parce que je suis au niveau de la présidence et j'ai tellement de rencontres avec d'autres présidents, puis on est tellement sollicités dans tous les courriels, je les reçois, Ouais, puis les demandes du gouvernement, tout ça, puis je me dis, sincèrement, on fait un travail phénoménal. Avec le peu de ressources qu'on a, on fait un travail phénoménal parce que on a les mêmes exigences que l'ordre des pharmaciens, qui sont beaucoup plus nombreux que nous, l'ordre des infirmiers et infirmières, qui sont des milliers. Donc, puis dans leur organisation, ils sont nombreux, donc eux, ils ont un comité de communication, là. Donc quand, il y a des exact. entrevues à faire, c'est le comité de communication qui va s'occuper de ça. Nous, on n'a pas ça. Tout est fait par nous-mêmes. Par exemple, le rapport annuel de cette année, on le fait à l'interne. On n'a pas envoyé ça ailleurs. Donc, c'est les gens qui sont à la permanence qui s'assoient et qui travaillent à tous les jours. J'adore. C'est un peu l'énergie start-up, mais dans un ordre professionnel où chacun occupe trois quatre chapeaux en même temps parce que voilà, il y a pas non plus les ressources infinies, puis l'implication aussi, je présume, des gens. Hem, Initialement, quand tu es rentré à l'ordre, comment tu voyais cette entité-là? Est-ce que c'était intimidant? Est-ce que tu étais assez,
Excité, stressé? Comment tu percevais ça initialement quand tu es rentré à ton premier poste? Mon premier poste au niveau de la formation continue? Oui, exact, vraiment ton premier point d'entrée à l'ordre, à la formation continue. On rentre là-dedans, première rencontre. Là, voilà, on a des scénarios, on s'imaginait quelque chose en rentrant à l'ordre. Qu'est-ce que c'était cette perception-là? Après ça, on va la déconstruire. En fait, j'avais pas d'attente quand je suis rentrée dans le OK. comité de formation continue parce que j'en avais vraiment parlé beaucoup avec Andréane avant de commencer. Dans mon poste, tu sais, en fait, j'avais un mandat. Mhm. Donc, je savais exactement ce que je devais faire, puis c'était d'essayer de trouver des commanditaires, puis essayer de trouver des formateurs et des formatrices. Puis moi, j'adore la formation continue. Alors, par moi-même, je voyageais pour aller voir des conférenciers, puis souvent, j'allais écrire en vrai, hey, j'ai vu ce conférencier-là, il était intéressant. Alors, ça faisait déjà partie des choses que je faisais naturellement. Ça a été Je te organique dirais comme que inclusion, dans le fond. oui, pour ça, mais pour ce qui est du conseil d'administration, ça, je savais pas. Donc, quand je suis rentrée, tu sais, à ma première rencontre, j'étais assise puis je me disais: «OK, c'est ça un conseil d'administration». Moi, j'avais l'impression que le conseil d'administration s'assoit puis il décide de tout comme ça. Mais c'est pas ça. C'est que oui, on prend des décisions, mais des décisions, ils sont c'est des décisions qu'on n'a pas le choix de prendre parce que c'est des demandes. Souvent, là, ça vient des demandes du gouvernement, des demandes de l'office et on doit se pencher sur la question. Alors, puis on peut pas juste décider comme ça. Parfois, ça arrivait que on avait des sujets et on n'était pas prêt à prendre une décision, hein. Le sujet est expliqué, est exposé, on en discute, on n'est pas prêt, on reporte ça à une autre rencontre, on prend le temps de réfléchir. Puis aussi, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut que tu sois préparé. Puis c'est pas juste de t'asseoir puis de prendre des décisions, c'est que ta propre personne là, tu dois te détacher de ta personne pour être capable de prendre des décisions en Hmm. haut. Donc, si je pourrais t'expliquer, c'est comme si on est tous assis, mais c'est pas moi Fadji Kofi qui est assise là, c'est moi Comme un membre du jury. l'administratrice. Exactement. Donc, tous mes besoins personnels, tout ce que je veux qui m'appartient à moi personnellement n'a pas lieu d'être. Donc, toutes les décisions que je prends doivent être pour le bien du public. Donc, c'est pas parce que moi, dans ma clinique, je fais ça, puis que là, on va discuter de quelque chose, puis que moi, je vois que, oh, ça serait peut-être pas bon pour ma clinique, je peux pas. Je peux pas prendre des Ouais, c'est normal. décisions comme ça. Donc, c'est cette responsabilité-là, je pense, que j'ai compris à force de siéger sur le conseil d'administration. Et ça, c'est pas nécessairement expliqué parce que je pense aussi que on est une jeune profession, donc on n'a pas beaucoup de gens qui ont cette formation-là en gouvernance. Et Cette ça fait en discipline, je sorte que pense quand aussi, si on peut le phraser comme ça, d'être capable de séparer justement ben les oui, c'est intérêts ça. personnels ou les biais personnels qu'on Oui, a et arriver à un poste où il faut une impartialité un peu, je présume, pour prendre des décisions qui peuvent pas nécessairement être des décisions animées par, comme tu l'expliques, des intérêts personnels ou des intérêts d'un groupe X. exactement. Puis tu sais, moi, elle avait pas cette compréhension-là quand je suis rentrée et c'est bon, après la première rencontre, là, tu vois vraiment comment ça se passe et là, tu saisis. Mais je pense que tant qu'on n'est pas rentré dedans ou qu'on n'a pas siégé sur un conseil d'administration, je pense que c'est des choses qui sont quand même difficiles à comprendre, là. C'est abstrait avant d'être exposé à ça. C'est une chose qui Oui, t'a surpris positivement en rentrant à l'ordre, puis une chose qui t'a surpris plus durement, sans dire négativement, mais juste comme: «Ah, OK, ça, c'est différent». surprise positivement, my God, me rendre compte de tout le travail qui est fait malgré le peu de ressources qu'on a, puis de voir à quel point les gens sont impliqués. Puis que les gens prennent ça à cœur, autant les membres du conseil d'administration que la permanence. Puis ça, ça me surpris positivement. La chose qui me surprend, pas négativement, mais qui me surprend puis que je vois que c'est un défi, c'est d'e- d'exister, que l'ordre des podiatres existe dans la communauté. Quand je suis arrivée, Explique-moi. j'ai vu que, pardon? Explique-moi un peu, ce que tu veux dire par Oui, là. c'est ça. Donc, quand je suis arrivée, j'ai trouvé qu'on n'avait pas beaucoup de relations avec les autres ordres. Tu sais, on se parlait tout ça. OK. C'est ça. Donc, quand je suis arrivée, c'est sûr que moi, j'ai pas été préparée hein, à devenir présidente. Donc, je suis arrivée
à la présidence quand même assez rapidement, pas avec un plan de transition, parce que bon, le poste était vacant, puis bon, je me suis dit que ça, pas juste moi, il y a des gens qui m'ont dit que ce serait bon que j'applique au poste et c'est pour ça que j'ai appliqué. Donc, j'ai pas eu le temps de peut-être faire cette préparation-là. Et là, moi, ce qui m'a surpris, c'est ça, c'est quand je me suis retrouvée à la rencontre avec le conseil interprofessionnel qui regroupe tous les ordres professionnels. Donc, c'est une rencontre qu'on a tous les 46 ordres ensemble avec les 46 directions générales. Et je me suis dit, oh, je connais personne. Donc, moi, là, si je veux représenter, il va falloir que je représente dans le sens qu'il va falloir que j'aille me présenter aux gens. Donc, c'est ça qui Mmh. m'a surpris, le besoin de faire, on va dire, du PR et de Et ça, j'allais dire, tu es devenue une lobbyiste, en fait, de la profession, oui, un peu jetée dans la mare aux poissons, puis débrouille-toi un petit peu là-dedans. Il y avait un gros oui, mandat inconnu. très inconnu. J'ai pas pensé à ça. J'ai pas, en fait, c'est que j'ai pas réalisé ce que ça représentait réellement. C'est en étant mise là que je me suis dit, ah, OK, il va falloir vraiment travailler fort. C'est un bon point parce que justement, je pense que très peu de gens réalisent cette responsabilité de l'ordre qu'elle a de représenter la profession autour d'une table de 46 ordres professionnels. Je ne sais pas, personnellement, en tout cas, je ne savais pas qu'il y en avait 46. On sait qu'il y en avait peut-être 10 ou 12, mais de là, 46, OK, il y a plus de professions que je connaissais pas. Donc, c'est quand même intéressant. Puis, je pense que ça va être une bonne chose de clarifier ensemble parce qu'on dirait dans ma perception faussée, probablement, que les porte-paroles de la profession en termes de intérêt du podiatre, c'est plus comme les associations qui vont le faire, comme l'association des podiatres, et l'ordre représente plus l'intérêt du patient et la protection du public par rapport à ça. Peux-tu m'aider à baliser vraiment le rôle de l'ordre, puis son contexte au niveau de cette représentation-là envers les autres ordres du Québec? Mais c'est ça, en fait, nous, l'ordre, c'est vraiment tout ce qui est question de protection du public. Donc, nos représentations, c'est vraiment en lien avec la protection. Dans le sens où est-ce que, par exemple, si on dit que on veut que les podiatres, que les patients puissent avoir accès aux podiatres. Donc, nous, on va travailler pour s'assurer que le gouvernement comprend que, ben, dans les GMF, par exemple, on pourrait avoir un podiatre qui travaille dans un GMF. Maintenant, si on veut parler de combien on doit payer le podiatre qui travaille dans le GMF, l'Ordre des podiatres ne peut pas parler de ça. Je pourrais pas aller en entrevue puis me faire poser la question, OK, maintenant, le gouvernement dit, OK, on débloque un budget pour que les podiatres puissent travailler en GMF. Mais combien vous pensez qu'on devrait vous payer? Moi, je peux pas me prononcer là-dessus parce que je représente J'aime ça. l'Ordre des podiatres du Québec. Et ça, ce n'est pas pour les intérêts des podiatres. Et là, c'est l'association qui doit répondre à cette question-là. J'aime beaucoup ton exemple. On dirait que ça me fait résumer ça en l'ordre défend la profession et l'association défend le professionnel de la profession. Si on devait utiliser comme deux Exactement, mots là-dessus. Hmm, exactement. Euh, puis je pense que c'est quelque chose qui est peut-être un peu difficile pour nous à comprendre dans le sens où est-ce que on paye quand même cher notre cotisation. Donc, parfois, ça peut donner l'impression que l'ordre doit travailler pour nous. Mais en fait, oui, l'ordre travaille pour nous dans le sens que l'ordre, son travail, c'est d'encadrer la profession pour permettre aux podiatres de travailler de façon rigoureuse, qui va faire en sorte qu'on va gravir les échelons. Tu sais, quand on disait qu'on voulait être le top of mind, là. Mais pour être le top of mind, il faut s'assurer d'être rigoureux. Il faut s'assurer d'avoir une notoriété, d'avoir la confiance de nos parties prenantes, donc des personnes qui travaillent en collaboration avec nous. Et ça, c'est le travail de l'ordre, de s'assurer que les podiatres sont rigoureux. Les podiatres respectent le code de déontologie. Les podiatres respectent le code d'éthique, respectent le code des professions. Ça, c'est le travail de l'ordre. Maintenant, l'association doit faire ses représentations pour dire, écoutez, les podiatres, on est compétents, on vaut tant. La podiatrie, c'est exact. ça. On devrait être là. Mais comme la profession n'est pas tout à fait connue, donc c'est pas évident encore que quand tu as mal aux pieds, tu vas voir le podiatre comme ça l'est quand tu as mal aux dents, tu vas voir le dentiste. On doit quand même travailler sur
la définition d'un podiatre, sur c'est quoi le champ de pratique du podiatre, d'expliquer aux gens, voici ce que le podiatre peut faire. Donc, l'ordre est capable quand même de répondre aux questions sur la profession. Donc, là, on peut quand même dire que les rôles vont on prête au même endroit dans une soirée et parler de la profession, l'association et l'ordre, mais on n'aurait pas le même mandat. Oui, c'est normal. L'ordre et l'association sont très complémentaires et on a des mandats, je dis on, vu que je suis dans le CA de l'association dans mon cas. Le- on a les deux à l'intérêt de la mon Dieu, je vous donne un café, moi. On a besoin les deux euh, d'être présents pour défendre les intérêts de la profession parce que voilà, le pécunier va suivre la compétence, c'est certain, mais comme on l'expliquait, de l'importance que les mandats, par exemple, de l'économiste que l'association a actuellement, une des questions qui avait été posée, pourquoi ce n'était pas un mandat de l'ordre? Puis je vais donner la réponse du côté de l'association, qui c'est normal étant donné que c'est un mandat beaucoup plus financier, qui a un trait au niveau de la rentabilité, et c'est un lien beaucoup avec l'aspect gestion de clinique, ressources humaines, prise de risque et tout. On pourrait croire qu'il y a une partie potentielle que l'ordre pourrait intervenir, étant donné qu'il y a de la protection du public pour la facturation juste et équitable, mais ça reste quand même un mandat d'association vu que c'est vraiment voilà, l'ordre défend la profession et protège la profession d'une malpractice, comme on dit, mais l'association est là vraiment plus dans le mandat de faire la défense financière et la justification financière. Mais je pense que l'ordre appuie quand même l'initiative de l'association pleinement au niveau de cet exercice-là qui est fait actuellement. L'objectif est vraiment, encore une Vraiment. fois, de s'assurer que ce qui est chargé au patient est le juste prix, autant pour le professionnel que pour le patient, évidemment, et pour que les assurances puissent nous baquer un peu plus. Donc, définitivement, un mandat intéressant. Au niveau De de, l'association. ouais, exactement, de l'association. Au niveau justement des ordres professionnels, comme on dit, on défend la profession à travers les rencontres de lobbying qu'on fait. Les autres ordres, c'était quoi la perception que tu en as ressenti la première fois que tu étais autour de la table avec eux? Ce n'est pas pour parler des pairs qui sont passés avant dans le poste, évidemment, mais juste ta première perception quand tu es rentré. C'était quoi l'image qui était véhiculée, perçue? C'était quoi l'énergie de la salle, là, si on dit ça comme ça, envers la podiatrie? Ben c'est ça. Moi, je disais que on n'était pas, peut-être pas assez présent. Euh, c'est ça. C'est qu'on n'était pas assez présent parce que bon, la présidence avait pas assez de temps pour pouvoir être présente tout le S'attaquer à temps. ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs l'exercice a été fait pour voir combien de temps on doit allouer à la présidence pour être capable de faire notre travail. Donc moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ben écoute, dans la semaine là, je pouvais avoir une rencontre qui était pas prévu, donc je le savais quelques jours d'avance. Et là, ça me fallait que j'annule mes patients ou que je les passe pour être présente. Puis je me disais, ben si je suis pas présente à cette rencontre-là, qu'est-ce que je rate? Je rate l'occasion de réseauter avec des gens et je rate l'occasion d'avoir l'ouverture de poser une question pour faire avancer les choses puis se faire connaître. Et je te dirais que moi, je m'étais dit, il n'y a pas une rencontre que je vais rater. Donc, depuis là, que je suis à la présidence, je pense pas avoir raté de rencontres là, vraiment importantes. Je suis là tout le temps, puis ça porte fruit. Donc, puis tu sais, bon, mes patients, ils savent, là, mon horaire est quand même assez changeant. Mes secrétaires sont au courant parce que pour moi, c'est une cause qui est importante. Puis je me dis, les absents ont toujours tort. Alors, si t'es pas présent à la rencontre, tu peux pas dire on n'a pas parlé de moi. T'étais pas là. T'étais pas là pour représenter ton organisation. Alors, puis je le vois parce que des fois, je me dis, écoute, si j'avais pas été à cette rencontre-là, j'aurais pas pu poser la question. C'est sûr qu'on peut me faire un compte Un rendu. C'est résumé, sûr que je peux demander à quelqu'un de c'est ça, je peux demander à quelqu'un de me remplacer parce que je suis pas là, mais après ça, qui doit faire la connexion? C'est moi qui dois faire la connexion avec l'autre président. Et là, je te dirais que présentement, moi, je suis capable de texter certains présidents pour poser des questions. Alors qu'avant, je me posais la question, puis c'est de la perte de temps aussi. C'est ouais. la même chose que quand je dis que quand tu finis
en tant que podiatre, quand tu gradues, il faut que tu t'entoures de gens qui ont de l'expérience. Et moi, d'être capable d'avoir des relations qui sont saines, des relations qui sont pertinente avec d'autres présidents d'ordre, ben ça me permet de faire mon travail encore mieux. Ça me permet d'aller encore plus loin. Ça me permet d'être capable de poser des questions. Puis même, ça me permet de demander à certains présidents de parler de nous quand eux ont la chance de poser des questions, sachant que eux ont peut-être un peu plus de visibilité. Et c'est ça, je pense, qui était le travail qu'on avait à faire là au sein de notre ordre, d'être capable d'être présent quand on a besoin d'être présent. Moi, c'est ce que j'avais remarqué. Je pense que la relation dans les dernières années, justement, avec les autres ordres s'améliore de plus en plus. Une des ouvertures qui a été faite dans les dernières années, dans les mandats de l'ordre, dans ce cadre de lobbying-là, dans les dernières années, quel genre de porte ça a pu ouvrir que les podiatres actuellement, ils le réalisent peut-être pas, mais que tu aimerais partager ensemble pour dire comme, par exemple, voici une réalisation de cet exercice-là que ça a fait? Ben, juste pour le projet de loi 15, on a pu avoir les pharmaciens qui nous nomment pendant les représentations en commission parlementaire. Mais ça s'est fait parce que on a une bonne relation avec eux, parce qu'ils comprennent nos enjeux, ils comprennent nos besoins et ils l'ont fait d'emblée. À moi, ça, je trouve que puis ça s'est travaillé, là, ces relations-là, c'est pas arrivé du jour au lendemain. La confiance mutuelle, ça se travaille, ça. Et ça, c'est parce que les gens voient que, ben, l'Ordre des podiatres est présent dans les rencontres. Puis on pose des questions. Puis on a vraiment à cœur la protection du public. On a à cœur notre organisation. Donc ça, c'est un bel exemple. L'autre exemple que je te dirais, c'est concret, c'est le projet PLS. Ça, sincèrement, c'est le projet Première ligne en santé. Donc ça, c'est un gros congrès qui a lieu chaque année. Puis je me souviens, la première fois que j'ai assisté à ce congrès-là, c'était à ma première année de présidence. Moi, je suis arrivée là, je connaissais personne. Je savais pas trop comment le système professionnel fonctionnait. Donc, je suis arrivée là un peu comme une spectatrice. L'année suivante, j'étais quand même aussi un peu spectatrice. Puis là, je m'intéressais un peu plus aux rencontres. J'ai fait quelques rencontres. Puis là, la troisième année, là, j'ai remarqué que on n'avait pas été placé au bon endroit Peux-tu dans juste un mettre en jeu. contexte Donc, le première ligne en oui. santé, c'est quoi exactement? Parce que je pense que beaucoup de gens ne le connaissent même pas. Ils savent pas c'est quoi tout à fait ce congrès-là. En quoi il consiste exactement? Puis qu'est-ce qui permet de faire ce congrès-là? Le Première ligne en santé, là, c'est un congrès annuel qui se passe une fois par année, en fait, pendant 2 jours. Et ça, là, il y a les il y a des hauts dirigeants des hôpitaux, des CIUS, il y a le gouvernement. Donc, l'année passée, il y avait Geneviève Biron là, qui est à la tête de Santé Québec. Le ministre Dubé aussi est déjà venu. Tous les grands acteurs de la santé sont là. Alors, pour faire des représentations, là, c'est vraiment l'endroit pour le faire. Puis je vous donnerai un exemple. Clic Santé, l'année passée, on avait une conférence et là, j'ai eu la chance d'aller poser une question au conférencier. Je pense que c'était un ministre ou un sous-ministre, en tout cas, dans le domaine de la santé. Et je lui demandais s'il connaissait la podiatrie, tu sais, s'il connaissait ce qu'on faisait, parce qu'on dit qu'on veut décharger les médecins, tout ça. J'ai dit, est-ce que vous savez que il y a des podiatres qui travaillent à l'hôpital de Joliette? Il savait pas. Là, j'ai dit, ben moi, je vous inviterai à venir. J'ai dit, vous voulez décharger les médecins, mais nous, les podiatres, on existe. Puis il y a pas personne qui parle de nous. Puis on a besoin justement qu'on parle de nous pour qu'on puisse aider. On est prêt à aider, on a tous les éléments pour traiter un patient au niveau de son pied. Et là, Tout le savoir-faire et après les avoir connaissances posé ma nécessaires. question, oui, exactement. Donc, après avoir posé la question, j'ai eu euh, quelques personnes qui sont venues pour parler avec nous. Et là, ça a amené à des rencontres avec des CIUS, puis Clic Santé sont venus nous voir pour nous parler. Et là, quand je vous parle de mandat de l'ordre, des mandats de l'association, nous, on a fait la rencontre avec Clic Santé. Et là, on leur a dit, ben, on pense que vous devriez aller avec l'association parce que c'est l'association qui va s'occuper de ce mandat-là. C'est pas le mandat de l'ordre. Et c'est comme ça que Clic Santé a rencontré l'association et par après, bon,
il y a pu avoir un partenariat qui s'est fait. Donc, juste par la présence de l'ordre au PLS, ça a donné ça. La deuxième chose que ça a donné cette année-là, c'est que on a pu dire, écoutez, là, vous avez placé les podiatres dans le musculo-squelettique, mais on fait pas que ça. Il y a des podiatres qui font de la chirurgie. On est capable de faire en fait, on fait le diagnostic. Donc, pourquoi on n'est pas avec les dentistes et avec les médecins? Et là, on m'a dit, ben, écoute, l'année prochaine, tu venir en parler? J'ai dit, parfait. Parfait, It's ça. a date. Fait que j'ai pris ça en main, puis là, j'ai rencontré la personne qui était en charge là, du PLS et on s'est rencontrés pendant l'été. Donc, j'ai pris son offre, je l'ai sollicité. Et ce que ça a donné, c'est que cette année, on a une tribune pour parler, pour faire une conférence et en plus, on a un kiosque. Et là, quand on a eu cette offre de kiosque-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé l'association puis on a dit, écoutez, l'association va faire ça ensemble. Et là, cette année, l'association va être présente et l'ordre va être présent pour parler chacun de nos mandats. Et là, on a une visibilité énorme à cet événement-là. Mais ça, là, ça a parti d'une présence. Et c'est pour ça que je dis que c'est important d'être présent. On peut pas ne pas être présent. En ce moment, il faut qu'on soit présent. Et je pense que c'est même pas juste les membres du conseil d'administration de l'association qui doivent être présents. C'est pas juste les membres du conseil d'administration de l'ordre. C'est chaque podiatre doit être présent. Chacun de nous, là, on doit être des ambassadeurs. Et je vous dirais que c'est ça que les physios font. Les physios, là, si on les observe, ils ont vraiment mené une belle bataille et il y a pas personne qui se demande ce que ça fait un physio. Les gens d'emblée vont voir les physiothérapeutes parce qu'ils sont présents. C'est sûr qu'ils sont plus nombreux que nous. Mais si on avait vraiment des ambassadeurs, là, des gens qui étaient présents quand on en a besoin, puis des gens qui lèvent la main pour s'impliquer, puis qu'on travaille tous ensemble, je pense qu'on réussirait, là. Même si on n'est pas des milliers, je pense qu'on est capable de réussir parce qu'avec la petite équipe qu'on est à l'association et à l'ordre, on réussit quand même des belles choses, notamment le première ligne en santé qu'on va faire cette année. Donc, je pense que c'est Ah, ça notre vraiment, c'est défi. C'est vraiment, oui, non, exact, d'être chacun ambassadeur dans son coin, définitivement, est un point important. Parce qu'à chaque oui, interaction qu'on fait avec un patient et son médecin, à chaque lettre de référence ou à lettre de rapport qu'on doit faire, il faut toujours l'avoir en tête. C'est vrai que c'est un très important point là-dessus, définitivement. exactement. Concrètement, le salon en soi, euh, beaucoup d'acteurs de la santé, comme on disait, des gens importants. C'est une vitrine vraiment où est-ce qu'il faut pitcher en fait comme il faut la profession et savoir justement la, la mettre en avant et en valeur. Comment comment ça se passe justement qui a accès au kiosque? Maintenant, si les gens se demandent, est-ce que moi, en tant que podiatre dans mon coin, est-ce que je peux aller me présenter au PLS? Est-ce que c'est quelque chose qui est une porte ouverte pour le grand public ou c'est vraiment plus un événement à huis clos pour des catégories de personnes? Non, c'est ouvert au grand public. En fait, là, là-bas, là, à chaque fois que je vais, je vois des médecins, des pharmaciens, tout le monde qui est intéressé à l'avancement de leur profession sont là. C'est Ah, vraiment pour fascinant. réseauter, pour, aller rencontrer d'autres intervenants de la santé, faire des contacts, se faire connaître. En fait, dans les grandes conférences, il y a toujours un moment qui est libre pour poser des questions et je pense que c'est en posant des questions justement qu'on est capable d'avoir une conversation, puis de voir comment est-ce qu'on peut améliorer nos services, puis notre façon de fonctionner pour améliorer l'accès aux patients. Et je pense que si on n'est pas présent puis qu'on pose pas des questions, on se fera pas c'est une Connaître autant qu'on occasion qui est devrait. ratée de se faire connaître. Donc Exact. moi, j'ai pas vu de podiatre dans les 3 dernières années que je suis allée à part nous. Donc, je pense que ce serait une très bonne chose que ceux qui sont intéressés aillent sur le site internet puis voir un peu là ce que c'est, voir c'est quoi les conférences.
En tout cas, moi, je trouve que c'est très intéressant pour les gens qui travaillent dans le domaine de la santé. Non, définitivement, parce que si on n'ose pas défoncer des portes, puis oser rentrer, puis faire sa place, ben, il y a personne qui va nous donner la main pour nous faire rentrer. Il va falloir être proactif, je pense, dans le domaine, comme la plupart des podiatres le sont déjà en réalité dans leur coin, parce qu'au final, quand on ouvre une clinique ou qu'on travaille dans une clinique, chacun doit bâtir sa réputation et être son propre ambassadeur Oui, de sa pratique. Fait que c'est juste de faire l'extra effort et de se rendre compte que c'est pas juste envers les patients, mais aussi vers les autres professionnels, sont pas plus difficiles à conquérir en termes de relationnel qu'un patient. La confiance, ça peut s'accéder avec les professionnels de la santé facilement aussi là-dessus. En termes de présentation au PLS, justement, ça va ressembler à quoi un petit peu la conférence que l'Ordre va présenter? C'est un peu quoi le mandat de cette mission-là cette fois-ci? C'est quoi le message qu'on veut véhiculer, le pitch justement de l'Ordre? on est vraiment en train de travailler là-dessus parce qu'on veut que ça Parfait. soit vraiment percutant. Donc, je dirais qu'on travaille là-dessus. C'est sûr qu'on veut s'assurer en fait, ce qu'on veut faire valoir, c'est la plus-value d'avoir un podiatre dans une équipe de soins. C'est de s'assurer que le podiatre, là, est bien utilisé dans la globalité de ce que le podiatre est. Donc, c'est ça qu'on veut expliquer. On veut être capable, on veut que les gens qui passent à travers le kiosque, qui écoutent la conférence, ressortent de là en disant, ah ben, je connaissais pas tant la podiatrie, mais mon Dieu, c'est vraiment une profession formidable. C'est une profession qui est essentielle et j'ai besoin d'un podiatre dans mon équipe ou j'ai besoin de référer mes patients au podiatre. Exactement. De mettre vraiment la petite idée dans la tête: «Ah, je verrai le podiatre ici, je verrai le podiatre là. Ah, ça serait intéressant de le consulter dans cette, optique-là», de créer des nouveaux corridors, en fait, de santé, définitivement. Exactement, exactement. Définitivement, je pense que c'est une mission de l'ordre cette année de le PLS, c'est un gros morceau, je présume qu'on veut mettre de l'avant. C'est quoi les plus gros mandats? Tu dois y en avoir plusieurs, mais c'est quoi en ce moment ceux qu'on peut publiquement dire au niveau de l'ordre des podiatres, mandats court terme qui sont prioritaires? Ça serait quoi à peu près Mais ben, c'est sûr pour qu'il y a toujours la l'avancement? planification stratégique là, en large, donc tout ce qui est dans la planification stratégique et ce sont des choses sur lesquelles on doit travailler dans les prochaines années. Pour l'instant, là, ce qui occupe, notre pensée, ce qui a occupé notre temps dernièrement, c'est vraiment le projet de loi 15. C'est ça qui a Peux-tu occupé l'expliquer? donc le mémoire qu'on a déposé. Oui, Pardon? juste pour ceux qui ne sont pas nécessairement connaissants du projet de loi 15, peux-tu nous l'expliquer un petit peu, le mettre en contexte? Ben, en fait, le projet de loi 15, c'est qu'en décembre dernier, le ministre du Travail, monsieur Jean Boulet, a annoncé qu'il allait avoir un projet de loi 15 là, pour justement euh, moderniser le système professionnel, donc s'assurer que les règlements au niveau du système professionnel sont adéquats pour l'heure du jour, je dirais ça comme ça, et aussi pour permettre un peu l'élargissement des pratiques de certaines professions. Et nous, à l'Ordre, dans le fond, on a décidé de travailler sur la loi sur les listes de médicaments, le règlement sur les listes de médicaments. Donc, ce qu'on a demandé, c'est que ces listes-là soient abrogées. Donc, il n'y ait pas de liste pour que les podiatres puissent pratiquer de façon un peu plus autonome et prescrire toujours dans le champ de leur pratique, hein. Donc, Bien sûr. on est content d'avoir eu la liste, mais là, la liste, ça nous permet pas de pratiquer en pleine autonomie. Si je donne un exemple, la colchicine. Donc, on peut pas prescrire la colchicine en ce moment parce qu'elle ne fait pas partie de notre liste. Par contre, ça pourrait nous aider dans notre pratique de la podiatrie. Vraiment, la position de l'ordre, c'est que ces listes-là ne doivent plus être dans notre règlement. Et c'est ce qu'on a fait comme demande. Maintenant, le mémoire a été déposé. Il va être publié pour que les podiatres, pour que les podiatres puissent le lire. Et dans les prochaines semaines, on va voir là, qu'est-ce qui s'ensuit, mais c'est sûr que nous, on continue à faire nos représentations jusqu'à ce qu'on puisse obtenir gain de cause là-dessus, là. Donc ça, c'est le projet de loi sur lequel on a travaillé là, dernièrement. Hein, c'est la plus grosse mission actuellement de ce que j'entends là-dessus. Euh, Dans ton monde idéal, la profession dans les prochains 3, 5 ans et même plus, ce serait quoi pour toi un podiatre libre et sans frontières pratique?
podiatre libre et sans frontières, ben, qu'il puisse travailler où il veut travailler, hein, que ça soit dans un milieu hospitalier ou dans sa clinique privée, que ça soit parce que il est capable de voir des patients vulnérables subventionnés par le gouvernement. Donc, moi, pour moi, chaque podiatre devrait être capable de pratiquer selon ce qu'il a envie de pratiquer, selon la façon dont il a envie de pratiquer, sans avoir de barrière. Maintenant, c'est sûr et certain qu'on a beaucoup de chemin à faire. Que, tu sais, que la planification stratégique plutôt puisse se déployer, qu'on soit capable d'arriver à nos fins. Donc, quand on dit qu'on voudrait avoir un nouveau programme universitaire, mais qu'on puisse travailler là-dessus parce que c'est quelque chose dont on a parlé dans les états généraux et ça nous permettrait aussi d'avoir un peu plus de membres, ce qui aiderait au niveau de l'organisation aussi de l'Ordre des podiatres. Donc, pour moi, c'est de s'assurer que ceux qui veulent faire de la chirurgie, qu'ils puissent en faire. Et puis que ça soit, qu'on soit pas obligé d'aller s'exiler là aux États-Unis pour aller étudier et faire notre résidence, puis devoir revenir ici avec beaucoup, beaucoup de dettes. Donc, c'est toutes des choses sur lesquelles on doit travailler. Mais c'est sûr qu'on peut pas tout faire en même temps. Alors, faut y aller de façon séquencée et faut y aller avec stratégie, avec rigueur et de façon humble aussi. Donc, puis de façon sécuritaire pour s'assurer que les décisions qu'on prend, ben ça porte pas entrave aux patients, puis qu'on travaille aussi en partenariat avec les autres professionnels de la santé. Donc, c'est pour ça que les choses peuvent paraître longues, mais c'est parce que les décisions ne se prennent pas sur un coup de tête. Tout doit être réfléchi. Et une fois qu'une décision est prise, ben, il faut s'assurer qu'on est capable d'encadrer avec la décision qui a été prise pour s'assurer que les pratiques sont faites de façon rigoureuse. Voilà, moi, ce serait comme une, une La pédiatrie sans vision, limite parce qu'on peut vraiment pratiquer selon notre loi qui est le tout acte. Ce serait j'aime ça ça. mon souhait. Amen to that, comme on dit. Au niveau des membres de Podia, j'ai bien entendu qu'on avait la vision de potentiellement ouvrir donc le programme à une autre école, si l'opportunité se présente. C'est quoi la l'avancement? Est-ce qu'il y a eu des dossiers qui avancent sur cet aspect-là, de pouvoir avoir peut-être une deuxième zone où les podiatres peuvent sortir, ça veut dire ne pas être justement qu'à Trois-Rivières? Est-ce que c'est des projets que l'ordre aimerait voir avancer? C'est épineux parce que je présume que ça tombe autant dans l'ordre que dans les universités qui décident quel programme ils désirent faire probablement. Mais ça, vraiment, ça fait partie de notre planification stratégique. Donc, ça fait OK? partie des choses qu'on aimerait peut-être, sur lesquelles on aimerait travailler parce que c'est des choses qu'on a discutées, mais pour l'instant, je peux pas te donner d'informations par rapport à ça parce que Non, c'est ça. on n'est pas C'est rendu précoce. là. Oui, c'est précoce, mais Exact. en fait, c'est parce que tu me demandais, bon, ce serait quoi l'idéal? Pour moi, ce serait Ouais, ça ouais. l'idéal. Donc, tout ce qu'il y a sur la planification stratégique, c'est d'augmenter le nombre de membres, tout ça. C'est vraiment, que ce soit par un nouveau programme ou par l'augmentation des gens Des étudiants, des gens qui sont admis au programme actuel, peu importe, qu'on ait plus de membres, en fait, c'est ça. Dans les la régions, en fait, relation tu sais, pour que les oui? régions puissent être desservies, parce que là, dans les grands centres, il y en a des podiatres. Il y a des régions où est-ce qu'il y a pas de podiatres. C'est ça, en fait. Ah oui, 100. C'est de s'assurer qu'on est On le voit, capable. ouais. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est parce que l'enjeu avec ça, c'est qu'on veut desservir les régions qui sont pas desservies. Exact. Puis définitivement au niveau de je pense, je fais un peu du coq à l'âne là-dessus. Hem, les membres aussi, je pense que l'énergie a changé dans les dernières années au niveau du relationnel avec l'ordre. On a une perception, qui était, super rigide à l'époque de l'organisation. On dirait que le nouveau visage de l'ordre, et la nouvelle stratégie de com, je pense, de l'ordre dans les dernières années est très belle, en fait. Une belle stratégie vraiment de communication vers les membres. Je pense que le relationnel, de l'ordre de la perception qu'on peut voir des fois comme un organisme punitif et non pas comme un organisme collaboratif a beaucoup changé. Puis ça venait plus d'une éducation qui était inadéquate des membres et, comme on dit, une stratégie de com qui était moins raffinée de l'autre là-dessus à cause des urgences à éteindre, des feux à éteindre qui étaient constants présents, je présume. Comment, de ton point de vue, derrière voilà, derrière le bateau et non pas
à côté. Tu l'as perçu cette amélioration justement de la perception? Mais c'est ça, en fait, c'est que, ben, pendant les états généraux, il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'ils avaient peur de l'ordre, hein. Oui, Donc, c'est sûr que ça nous saisit parce que nous qui travaillons, on travaille pas pour faire peur aux gens. On travaille pour aider à encadrer les gens pour que les gens puissent justement se sentir libres de pratiquer, sachant qu'il y a des balises, puis je sais comment fonctionner. Alors, c'est sûr que la réflexion s'est faite de: «Ah OK, pourquoi les gens ont si peur? Donc comment est-ce qu'on peut faire pour rejoindre les gens puis s'assurer que, ben, on est plus un safety net qu'un bâton, exact. tu sais, qui tape sur les doigts?» Le but, c'est pas de taper sur les doigts à tout bout de champ, c'est de dire: «Écoute, ben, peut-être que tu peut-être pas vu ça de cette façon-là, mais voici la façon dont tu devrais le voir». Et être plus dans l'accompagnement que dans la répression, puis dans, tu sais, cette image-là qu'on avait, on espère vraiment que, qu'elle est plus là, puis que les gens voient qu'il y a de la bienveillance, puis qu'on est vraiment plus dans l'accompagnement, puis qu'on veut s'assurer que les gens se sentent épaulés dans leur pratique. C'est vraiment ça, c'est d'être Ouais, tout à épaulé fait. dans la pratique. Je pense que c'est un peu ça aussi, que du côté de l'association, on s'était rendu compte parce que nous, on recevait l'autre versant de la médaille, c'est-à-dire quand les gens avaient justement, de la peur ou de l'inquiétude envers l'ordre, l'association était aussi un peu prise par cette information-là en se disant: «OK, qu'est-ce qui peut être comme fait par un ordre?» On n'est pas non plus le la l'entité qui vient balancer l'ordre dans ce sens-là. C'est de la collaboration et non pas du voilà, non pas une cour de justice là. Hem Ouais. La communication, je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est la façon comment la transparence et communication en fait qu'on a vu en fait l'ordre a vraiment fait un super beau travail de com dans les dernières années et de parler, d'avoir des porte-paroles qui sont capables de communiquer clairement les choses. Puis définitivement, je pense que du point de vue de je mets mon chapeau encore une fois de l'association, la perception, il y a une belle amélioration, je pense là-dessus. Ça fait du bien à voir au niveau de la profession pour qu'on puisse travailler pour le futur tous ensemble là-dessus, même si ce n'est pas les mêmes, pas la même mission, mais ça reste quand même le même objectif commun en général, sans avoir la même mission. Ben oui, exactement. Puis comme je dis, c'est aussi d'être présent comme quand on fait des rencontres avec l'association de façon récurrente. Donc la communication est toujours là. Alors moi, je pense que ça fait vraiment la différence. C'est le temps qu'on met pour bâtir les relations, c'est ça. Puis c'est peut-être ça qu'on faisait moins avant, c'est de prendre le temps de répondre, de prendre le temps d'écouter. En fait, c'est ça, c'est le temps d'écouter parce que les membres qui posent des questions, ont des interrogations, c'est légitime. Et nous, notre rôle, c'est d'entendre ça parce que les interrogations, c'est par rapport à leur pratique qui va permettre de s'assurer que le patient est vu de façon sécuritaire. Alors, dans cette optique-là, c'est sûr et certain que quand il y a des interrogations par rapport à la pratique rigoureuse, ben l'ordre est là pour écouter et pour justement épauler quand le besoin est là. Tout à fait. Si tu avais un message aux jeunes podiatres qui commencent à pratiquer, qui sont ben inquiets de voilà, de rentrer dans le marché de la podiatrie, qui sont, excités, stressés, comme n'importe quel jeune qui commence, c'est quoi le message que tu véhiculerais à ces nouveaux praticiens-là? Et moi, je vous dirais que vous êtes chanceux d'intégrer la profession. Ça fait 12 ans là, que je pratique comme podiatre, puis c'est tellement une profession qui est intéressante avec tout ce qu'on peut faire en podiatrie. Tu sais, il y a pas vraiment de limite là, sur ce qu'on peut faire par rapport aux pieds. Alors moi, je pense que, tu sais, regardez vraiment là, ce qui vous intéresse. Formez-vous dans ce qui vous intéresse, puis dans ce dans quoi vous pouvez développer ce potentiel-là pour justement être une référence pour la communauté, scientifique, une référence pour les collaborateurs que vous allez avoir des autres professions qui vont vous référer, puis de pas avoir peur de vous entourer aussi. Je pense que ça, c'est ce qui est très important aussi, puis de pas avoir peur de vous affirmer.
Être podiatre, là, c'est pas, on n'est pas né pour un petit pain. On est Faut pas juste podiatre. couper Donc, des ongles. tout, non, non, on fait pas juste couper des ongles, puis on coupe des ongles aussi, puis c'est correct de couper des ongles Ben oui, si le ça fait partie patient de a la game. besoin qu'on coupe des ongles, parce qu'on est là pour le patient. Donc, si la personne de 95 ans vient vous voir parce qu'elle est pas capable de se pencher, ben penchez-vous pour cette personne-là puis coupez ses ongles en même temps que vous faites d'autres choses. Ça fait partie de. On peut pas. On dit qu'on s'occupe du pied, on s'occupe du pied. Donc, pour moi, c'est ça. Puis, je me dis que on a tellement de travail à faire pour arriver où est-ce qu'on veut arriver que je suis contente de voir qu'il y a des jeunes podiatres qui ont la fougue, qui ont la passion, puis qui vont vouloir s'impliquer. Alors, attendez pas comme moi, là. Pensez pas que vous êtes pas capable ou que vous êtes pas bon. Le syndrome de l'imposteur, là, ça devrait pas exister. Donc, Oui, puis je pense que ça part informez-vous. jamais à quelque part, là. Faut jamais se poser la question de pourquoi on est autour de la table. Ben, tu y es, c'est parce qu'il y avait une raison. Oui, puis assume-le. Assume que tu l'es, puis contribue, puis donne tes idées, puis fonce. C'est ce que je dirais. Vraiment, donc, implication à n'importe quel niveau, que ce soit local, au niveau des associations, au niveau de l'ordre. Je pense que c'est vraiment un beau mot de la fin de n'importe quelle personne, un podiatre qui est le moindrement intéressé à sa profession devrait prendre le temps de s'impliquer. Il y a pas un peu ou trop. Tout ce qu'on peut donner comme temps est apprécié dans n'importe quel des organismes, que ce soit dans notre petit cercle de pratique ou à l'échelle de la profession directement. Merci beaucoup, Fadji, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Ça a été un plaisir de discuter ensemble. J'invite les membres à liker tout ça et à partager et à en discuter avec vos autres collègues et de partager donc le beau message de l'ordre aujourd'hui qu'on a ensemble. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Merci.